Le dimanche 21 octobre 2023, entre 1h et 4h30 du matin, Samantha Wall, à peine 40 ans, a été poignardée à mort. Elle était à l'intérieur de son petit appartement dans les quartiers de Lafayette Park. Nous sommes dans la ville de Détroit, au Michigan. C'est son voisin qui, en sortant son chien vers 6h du matin, qui l'a découverte. Elle est allongée au sol, et malgré qu'il fasse encore nuit, il aperçoit une traînée de sang qui va jusqu'à la porte de sa résidence. Elle a rampé dans l'allée de son appartement. Samantha essayait de chercher de l'aide avant de succomber à ses blessures. Durant leur enquête, les policiers découvrent, grâce aux caméras de surveillance d'une école élémentaire, une personne qui rôde dans les environs. Et quelques mois après, une question s'impose durant le procès. La silhouette qui a été filmée dans le parking. Était-ce le tueur violent de Samantha Wall, ou tout simplement un témoin? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Avec Malice. Ici, on traite de true crime, mais aussi on se penche sur l'aspect judiciaire des affaires criminelles. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, on rentre dans l'histoire terrible de Samantha Wall, et vous allez voir que cette affaire n'est pas aussi simple qu'elle n'y paraît. Le quartier de Lafayette Park, qui borde le centre de Détroit, se compose d'unités d'appartements enfouies sous les arbres. Lafayette Park est séparé du centre-ville par une autoroute. Dans ce quartier, il y a à l'est une école élémentaire, et juste à côté se trouve l'unité d'appartements de Samantha Wall. Quand Samantha est retrouvée par son voisin, Kevin Moule, elle est à quelques mètres de sa porte d'entrée. Il fait encore nuit. Kevin distingue à peine une silhouette sombre. Il s'avance et se rend compte que la personne est pieds nus. Elle est en position fétale. Il lui parle, elle ne répond pas. Il s'agenouille et il lui touche le dos. Et en y regardant de plus près, il se rend compte que la personne a la peau bleutée. Il se lève et il part en courant vers chez lui. C'est sa femme qui appellera le 911. Plus tard, ils apprendront que cette personne est leur amie et voisine. La police de la ville de Détroit répond à l'appel à 6h32 du matin. Quand ils arrivent, les ambulances sont déjà là. Les ambulanciers annoncent aux policiers que c'est trop tard. Samantha est morte depuis un petit moment. Et alors que Samantha gît par terre, les policiers se rendent compte qu'elle a reçu plusieurs coups de couteau. Tous au niveau du cou et de la tête. C'est le détective Derrick Dood qui est en charge de cette affaire. Il fait partie de la police de la ville de Détroit. L'officier Derrick Dood, après avoir identifié la victime et validé son adresse, il décide de suivre la traînée de sang. Il s'approche petit à petit de la porte d'entrée de chez Samantha et il se rend compte qu'elle n'est pas fermée. La porte est entrebâillée. Il remarque la présence d'un boîtier ADT, donc c'est une alarme. Dans le hall d'entrée, il y a du sang partout. Par terre aussi, près de ses chaussures. Il remarque que sur le mur, il y a des traînées de sang, des éclaboussures. Sur le banc de l'entrée, le détective remarque qu'il y a le sac à main de Samantha qui traîne. À la vue de tous, il y a aussi ses clés de voiture. En avançant méticuleusement dans le hall d'entrée, l'officier Derrick Dood continue tout droit. À sa gauche, il y a la cuisine. Et sur sa droite, les escaliers qui montent à l'étage. Au bout de ce couloir, il y a le salon, ouvert sur le jardin arrière, avec une très belle baie vitrée. Et là, la quantité de sang est impressionnante. Il y en a partout. Sur le canapé, sur les coussins au sol, des gouttelettes sur les tables basses, l'ordinateur portable de Samantha, qui est placé sur la tablette près du canapé, est recouvert de sang. Le détective ne peut que constater à quel point il y a du désordre dans cette pièce. Pour lui, il y a eu lutte. Il en est convaincu, le meurtre a eu lieu dans le salon, pas à l'extérieur. Il est sur la scène de crime. Le téléphone de Sam aussi est retrouvé sous le canapé, avec des égratignures sur la coque. Sur un coussin, il y a une empreinte de pied laissée par le sang. D'ailleurs, tout autour de la scène ensanglantée, il y a des empreintes de pieds. Ces empreintes de pieds, plus tard, seront toutes attribuées à Samantha. Le détective continue vers la cuisine. Il n'y a pas de présence de sang, mais il remarque qu'il y a des signes de lutte. Le saladier de fruits est renversé. Sur une petite table près de l'évier, il y a de l'argent et une carte de crédit. Le policier revient vers l'escalier et monte à l'étage. Il trouve la salle de bain qui est en ordre et la chambre. Sur le lit, il y a une robe étendue avec un soutien-gorge. Et il constate qu'à l'étage supérieur,
Il n'y a pas eu d'attaque, de lutte. Le premier mobile aussi qu'ils écartent, c'est le vol. Il y a trop de choses précieuses dans cette maison qui n'a pas été volée. L'ordinateur portable, l'argent, les cartes de crédit, tout est à vue et tout est encore là. Pour eux, ce n'est pas le vol. À ce moment de l'enquête, le détective Doud pense plutôt à un crime passionnel. Quelqu'un qui connaîtrait Samantha. L'identité judiciaire viendra pour prélever dans toutes les pièces les empreintes digitales. Pour beaucoup, elles seront de très mauvaise qualité, mais celles qu'ils ont récoltées appartiennent toutes à Samantha Wall. Et en faisant des recherches sur la victime, ils se rendent compte qu'elle est très aimée par ses amis et sa famille. Samantha est décrite comme une personne énergique, pétillante. Mais ce qui la caractérise le plus, c'est sa gentillesse et le fait qu'elle ne supporte pas l'injustice. Toute sa vie, elle s'est battue contre ça, l'injustice. Samantha a fait du bénévolat toute sa vie. Jeune, elle a aidé les enfants handicapés et plus tard, elle a travaillé dans un centre de crise pour personnes ayant subi des violences sexuelles. Samantha a été choisie pour être la présidente de la synagogue Isaac Agré et durant son mandat, elle a œuvré pour que les juifs et les musulmans se rapprochent. La mort de Sam fut une perte immense pour tous. Quant à sa vie amoureuse, personnelle, Samantha a eu de multiples compagnons. Mais la dernière relation la plus sérieuse était avec un certain Jeffrey Herbstman. Les deux sont des amis depuis 4 ans lorsqu'ils commencent une relation en août 2022. Elle s'achèvera en juillet 2023, selon Jeffrey qui a été interrogé par la police. Les deux se sont quittés en bons termes. Ils sont amis. C'est Sam qui a mis fin à leur relation, mais Jeffrey comprend. Il n'était pas assez expressif, assez investi dans leur relation de couple. Depuis juillet 2023, ils ont dû se revoir 2 ou 3 fois. Les policiers se rendent compte que début septembre, Samantha avait un nouveau compagnon. Tout le monde est interrogé, mais rien de spécial ne ressort. Les policiers s'efforcent alors de faire la chronologie du dernier jour de Samantha. Ils découvrent que le samedi 20 octobre, Samantha était invitée à un mariage d'une amie, pas très loin de chez elle. Elle s'y est rendue. Les personnes présentes se rappellent d'elle comme étant joyeuse. Rien de particulier ne sera noté sur son état d'esprit. Grâce aux caméras de surveillance de Lafayette Park et du téléphone portable de Samantha, les policiers visionnent l'arrivée de Sam dans le parking, près de son appartement. Il est 00h30 et nous sommes maintenant le 21 octobre. À 00h32, l'alarme qu'il y a sur la porte d'entrée de chez Samantha s'active et enregistre une ouverture de porte. C'est Sam qui rentre chez elle. À 00h33, il y a un détecteur de mouvement dans le salon de chez Samantha. Et lui aussi, il s'active. Et il captera des mouvements jusqu'à 1h14 du matin. Ce détecteur de mouvement se met en mode pause 2 minutes après le dernier mouvement enregistré. Il y a beaucoup d'experts qui ont testé ce capteur de mouvement parce que vous allez voir que c'est très important pour la défense du suspect. Les policiers apprennent aussi qu'entre 00h33 et 1h14 du matin, la baie vitrée arrière côté salon s'est ouverte plusieurs fois. Et ils savent par les amis de Samantha qu'elle aimait aller vapoter un petit peu à l'extérieur. Ils comprennent aussi que sur le lit dans sa chambre à coucher, il y a la robe que portait Sam pour le mariage. Et donc qu'elle s'est mise plus à l'aise. Elle a enfilé une veste à capuche bleue qu'elle portait quand ils l'ont trouvée le matin. À 1h du matin, elle a envoyé un emoji sourire à un ami. Et ensuite, on sait qu'à 1h27 du matin, Netflix a été lancé. Donc pour les détectives, c'est simple. Samantha est rentrée saine et sauve chez elle. Dans le hall d'entrée, elle s'est enlevé les chaussures, puis elle s'est dirigée à l'étage où elle s'est changée. Elle a enlevé sa robe pour se mettre un sweat à capuche pour être plus confortable. Elle est descendue dans le salon. Là, elle a fumé un petit peu avec sa vapoteuse. Elle s'est assise sur le canapé. Elle a envoyé un emoji à un ami. Elle a scrollé un petit peu sur Instagram jusqu'à 1h20 du matin. À 1h27, elle a allumé Netflix. Et après, il n'y a plus rien. Plus de mouvement dans le salon. Elle ne touche plus à son téléphone et Netflix, au bout de 2 heures, s'arrête tout seul. Il n'y a plus rien jusqu'à 4h20 du matin. Là, il y a un bref mouvement qui va déclencher le capteur d'alarme. Mais à 4h22, soit 2 minutes après, il se remet sur pause.
Et quant à la porte d'entrée, le boîtier d'alarme, il n'a enregistré que l'ouverture de la porte à minuit 32. Après, il n'y a plus rien. Il n'y a aucun enregistrement qui montre que la porte a été fermée. Et quand les policiers sont arrivés à 6h48 du matin, ils ont trouvé cette porte entrebâillée. Cela montre que depuis son arrivée du mariage, la porte n'a jamais été fermée. Elle a peut-être poussé la porte pour la rabattre, mais ce n'était pas assez fort pour qu'elle se ferme. La porte d'entrée de Samantha est restée entrebâillée toute la nuit. Et donc, on n'a aucune indication pour savoir à quelle heure est rentré l'assaillant. Et on ne sait pas non plus à quelle heure Samantha s'est traînée dans la rue. Les voisins de Samantha sont interrogés aussi. Et personne ne verra rien, sauf James Griffey-Owen. Lui, c'est simple. En pleine nuit, il a été réveillé par son chiot, qui avait envie de faire ses besoins. Il s'est levé et il a sorti son chien. Quand il est arrivé dehors, il a entendu des bruits. Il ne sait pas si c'était des cris ou des gens qui chantent. Il pense que c'est une vieille dame. Il n'arrivait pas à comprendre les mots, il n'entendait juste que des sons. Il avait l'impression que les mêmes sons se répétaient, mais il est incapable de dire quels étaient ces sons. Le témoignage de James est très ambigu et il n'apporte pas grand-chose à la police. Et pour sa défense, dans ce complexe d'appartements, de la façon dont les choses sont disposées, et à cause des laurières, il y a énormément d'écho. Il n'a aucune idée d'où venait le bruit. Mais ce qui est sûr, c'est que grâce à sa montre, on sait à quelle heure il est sorti. Il était 1h20 du matin et il est rentré de la promenade de son toutou à 1h27 du matin. Et 2 jours après, il demande à la police de revenir le voir. Il a quelque chose à dire. En fait, c'est la culpabilité qui le pousse à les appeler. Il dit qu'il aurait dû agir ce soir-là, faire quelque chose, appeler la police. Mais il n'était pas sûr. Il n'a pas entendu les mots « aidez-moi ». Mais maintenant, il s'en veut. Il aurait dû intervenir, au moins chercher d'où venaient les sons. Et cette information est très importante pour la police parce que c'est dès 1h22 du matin qu'il n'y a plus eu de mouvement dans la maison de Samantha. Les policiers se penchent alors sur toutes les caméras de vidéosurveillance qu'il y a autour de chez Sam. Et notamment, il y a une école élémentaire qui filme le parking. Mais avant, une information importante leur parvient de la police de Kalamazoo. Une personne qu'ils avaient déjà éliminée de la liste des suspects s'est rendue à la police de Kalamazoo pour se confesser, avouer. Le 7 novembre au soir, Jeffrey Herbstman a appelé la police. Il était paniqué et il avait beaucoup de choses à dire. I'm having a vocal panic attack. I think I need to get psychiatrist. I think I may be in danger of this. Il téléphone de sa voiture. Il est sur le parking de l'hôtel Sheridan à Kalamazoo. Il est là pour le travail. Après avoir mis toutes ses affaires dans la voiture, il a appelé le 911. Quand les policiers arrivent, l'homme de 41 ans est assis au sol. Il explique qu'il n'arrive pas à s'enlever de la tête qu'il ait pu tuer Samantha, même s'il ne se rappelle pas du crime. Ensuite, il avoue aux policiers qu'il a un motif. C'est elle qui l'a laissé tomber. Et puis, il n'a pas d'alibi. Il était seul chez lui. Il est persuadé que c'est lui qui l'a fait. Il sera amené à l'hôpital, puis ensuite au poste de police de Kalamazoo où il sera interrogé. Jeffrey Herbstman est un scientifique. Il travaille dans une compagnie pour compiler des données. C'est une compagnie privée. Il a un bon poste, un bon salaire. Il explique que ce soir-là, il se sentait mal et que pour faire baisser la pression dans sa tête, il a fumé un peu de cannabis. Mais 1 heure après, Jeffrey pense avoir fait une crise psychotique. Jeffrey est incarcéré, sa maison est fouillée, son téléphone analysé, son couteau est saisi. Il va être interrogé à de multiples reprises. Mais il ne trouve rien, les policiers ne trouvent aucune preuve physique qui le relie au crime. Et puis son couteau n'est pas l'arme du crime, même si Jeffrey n'a pas d'alibi. Il était tout seul chez lui ce soir-là. Rien ne le place chez Samantha. Jeffrey Herbstman est connu comme ayant un syndrome dépressif sévère. Il est sous antidépresseurs. Et 2 jours avant le 7 novembre, c'est-à-dire le moment où il a fait sa crise psychotique, son médecin lui a changé sa médication. Parce que depuis la mort de Samantha, Jeffrey était retombé dans une très grande tristesse. Le psychiatre parlera aux policiers
et leur dira que lors d'un changement de médication, il peut arriver qu'il y ait des attaques de panique ou des délires. Et le psychiatre pense que c'est ce qui s'est passé le 7 novembre, soit 2 semaines après la mort de Samantha. Jeffrey est relâché et les policiers se retrouvent à la case de départ. Donc ils continuent de regarder les vidéos de surveillance qu'il y a près de chez Samantha. Et ils trouvent quelque chose. Dans le parking de Samantha, les policiers aperçoivent un individu vers 4 heures du matin. Et c'est très intéressant parce que c'est le moment où le capteur de mouvement a produit sa première alerte depuis 3 heures. Et aussi, c'est la dernière alerte de mouvement dans le salon de chez Samantha. En plus, l'individu qui est filmé semble être engagé dans une activité criminelle. Il essaye d'ouvrir les portières pour voir si les voitures sont bien fermées à clé. Nous sommes à quelques mètres de la résidence de Samantha et au bon moment si elle a été tuée à 4h20 du matin. En plus, dans le parking de Samantha, près de là où est filmé l'individu, les enquêteurs savent qu'il y a une voiture blanche qui, cette nuit-là, a eu le pneu lacéré à l'aide d'un couteau. Et ce couteau correspond à la taille qui aurait pu être utilisée sur Samantha. Les policiers décident de traquer cet individu. Ils essayent de suivre sa trajectoire grâce aux caméras de surveillance placées dans les rues. Quand ils ont assez d'endroits spécifiques, la police de Détroit fait appel au FBI. Ils souhaitent trouver le numéro de téléphone associé à tous ces endroits à ces moments donnés. Et il y a un opérateur, T-Mobile, qui trouve la seule personne, le seul téléphone. Et cet individu, c'est Michael Manuel Jackson Bolanos. Michael Bolanos a 29 ans. C'est un manager de café. Et pendant son temps libre, c'est un musicien. Il vit avec sa copine Tira White dans un complexe d'appartements dans le Midtown de Détroit. Et il est connu par la police comme étant un voleur de voitures. Avec l'adresse en main, les policiers peuvent suivre maintenant Michael Manuel Jackson Bolanos à travers les rues de Détroit. Il a commencé sa soirée à minuit 42. Il sort de chez lui. Il est vêtu de noir. Il porte une veste North Face avec la capuche. Il marche d'un bon pas vers l'est de la ville. Et à chaque fois qu'il y a un parking privé, il y rentre. Il vérifie les portières de voiture. Vers 2 heures du matin, il passe une première fois dans le quartier Lafayette Park, le quartier de Samantha. Il reste quelques secondes dans le parking et puis il continue son chemin. À un moment donné, la portière d'une voiture s'ouvre et il vole un sac de plastique blanc, ce qui sera beaucoup plus facile pour les policiers de le suivre. Vers 3 heures du matin, Michael semble faire demi-tour. Et en continuant de marcher, il arrive à ouvrir une autre voiture, d'où il vole un sac à dos gris. Les policiers se rendent compte que ce voleur a des gants bleus chirurgicaux. Il semble rentrer chez lui vers le Midtown. Et puis vers 4 heures, le revoilà près de chez Samantha. Il est filmé donc par la caméra de vidéosurveillance de l'école élémentaire. À 3h52, il est filmé en train de vérifier les voitures du parking de Samantha et il disparaît du champ de la caméra à 4 heures du matin. Il ne réapparaît qu'à 4h23, mais il est à plus de 400 mètres du parking de chez Sam. Il a traversé l'autoroute. Il est sur Georgia Avenue, la route qui longe l'autoroute. Il semble marcher tranquillement pour rentrer chez lui. À 4h55 du matin, il est filmé en train d'arriver au complexe d'appartements Alexandrine et Tierra, sa copine, l'attend. Et il n'a plus ses gants chirurgicaux. Les policiers ont décidé de le suivre pendant plusieurs jours. Mais pendant ce laps de temps, il ne commettra aucune effraction. Donc, il décide de l'arrêter sur le prétexte d'un contrôle routier. Il lui demande de venir au poste dû à ses antécédents. Et c'est ce qu'il fait. Le 30 novembre 2023, quand il est arrêté par la division des homicides, Michael croit qu'il est interrogé pour ses antécédents de voleur de voiture. On lui demande de vider ses poches. Et il a des billets, de la monnaie et un petit couteau. Il ne demande pas d'avocat, pensant que c'est un simple contrôle. Il ne sait pas qu'il est dans le bureau de la division des homicides. Et quand on lui demande ce qu'il a fait le 21 octobre, Michael donnera en tout 4 versions. Il commence par dire que cette nuit-là, il n'a pas contrevenu à la loi. Puis, il dit qu'il prenait simplement des photos pour un ami qui voulait voler des voitures. Ensuite, il explique qu'il voulait juste essayer les voitures.
pas les voler, mais en voyant les photos que lui montre le détective, il avoue avoir ouvert les voitures pour y voler les objets. De cet interrogatoire, Michael aura un chef d'accusation, qui est parjure. Il a menti sous serment aux policiers, aux hommes de loi. Et puis les policiers dévoilent le fait qu'ils enquêtent sur un homicide, sur l'homicide de Samantha. Michael est tout étonné, il dit qu'il n'a rien vu d'anormal ce soir-là. Il dit qu'il ne sait rien, il ne connaît pas Samantha, il ne l'a jamais vue, et il ne sait pas qui elle est. Il n'est jamais rentré par effraction chez les gens. Il ne fait pas ça, il ne rentre pas chez les gens. Et ce n'est pas lui. Les policiers lui feront même croire qu'il y a une vidéo de lui en train de rentrer et de sortir de chez Samantha. Pourtant, Michael continue de nier. Il dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas lui. Michael Bolanos nie être impliqué dans le crime de Samantha Hall. Il sera incarcéré, sa maison est fouillée, son téléphone est analysé et il trouve des couteaux aussi qui partent pour analyse. Mais les 2 couteaux qu'ils ont trouvés chez lui ne correspondent pas du tout aux blessures de Samantha et il est relâché. Les policiers attendent en fait les résultats d'analyse de la veste à capuche North Face et du sac à dos gris qui sont partis en laboratoire. Et 3 semaines après, Michael Manuel Jackson Bolanos est mis en état d'arrestation. Il est accusé de meurtre au 1er degré sur Samantha, de violation de domicile et de parjure. Les analyses de la veste North Face montrent 2 taches de sang microscopiques à l'arrière du bras. Le sac à dos gris a aussi une tache de sang, et ce sang appartient à Samantha. Michael est maintenant relié au crime, au meurtre de Samantha, et il doit faire face à son procès le 30 juillet 2024. Et quand le procès commence, c'est le procureur Ryan Elsey qui représente l'État et la victime. Il plaide que ce soir-là, à 4 heures du matin, Michael a aperçu Sam endormi devant la télé. La porte d'entrée est ouverte. C'est une trop belle opportunité pour la laisser passer. Il se dit que ce sera très facile de voler tous ces objets de valeur. En plus, il a un couteau dans la poche, qu'il a déjà utilisé pour crever les pneus de la voiture blanche sur le parking de Samantha. Et puis, il a des gants chirurgicaux. Et selon le procureur, à 4h22 du matin, Michael rentre tout doucement chez Sam. Elle est endormie sur le canapé. Il se jette sur elle et la poignarde. Mais elle se réveille, elle se défend. Il y a beaucoup de sang et ça dure trop longtemps. La lutte les amène jusqu'à la cuisine et puis dans le hall d'entrée. Sam se défend, elle ne lâche pas. Le médecin légiste dira qu'elle a pris 8 coups de couteau. Mais pour Michael, la situation se corse et donc il préfère partir avant d'avoir achevé son œuvre et oublie de voler tous les objets de valeur. Il court. À 4h24, il marche sur Georgie Avenue. Et ensuite, il rentre chez lui et il demande à Tierra White, sa copine, de laver sa veste North Face. On le sait parce qu'il l'appelle de la prison. Toutes les conversations téléphoniques y sont enregistrées. Et il va l'enguirlander, lui dire qu'elle n'a pas lavé la veste. Mais elle lui répondra que oui, elle l'a lavée. Il lui raccrochera au nez. Ensuite, le procureur fait venir à la barre Jeffrey Herbstman, le premier suspect. En fait, il veut clarifier les choses avec les jurés. Il veut leur enlever tout doute. Jeffrey explique que le soir du 7 novembre, alors qu'il écoutait un podcast, les pensées dans sa tête le submergeaient. Elle n'arrêtait pas de le culpabiliser. D'abord, elles étaient reliées au travail. Puis, il a fumé du cannabis pour se détendre. Mais ses pensées se sont focalisées sur la mort de Sam. Il ne se rappelle pas avoir fait quoi que ce soit à Sam. Et en plus, les deux se sont quittés en bons termes. Samantha était même revenue le voir début août pour savoir s'il ne voulait pas se remettre avec elle. Il a hésité et ensuite il lui a dit que non, parce qu'il ne savait pas s'il arriverait à changer, à être plus présent dans leur couple. Le procureur essaye d'expliquer aux jurés que sa crise psychotique du 7 novembre, c'est dû à un haut dosage d'antidépresseurs et à un changement de médicaments. The circumstances of Samantha Wool's death are consistent with this idea that this was an extremely quick killing and he got the heck out of there. They want to inject this idea that this was some kind of premeditated attack by one of her dating interests, one of her ex-boyfriends. Et quand ce doute est enlevé de la tête des jurés, le procureur explique que seul Michael Bolanos a pu commettre le crime. Même s'ils n'ont pas retrouvé l'arme du crime, il y a le sang de Samantha sur sa veste et son sac à dos.
Et puis c'est au tour de Brian Brown, l'avocat de la défense, l'avocat de Michael Bolanos. Et la première chose qu'il dit, c'est que pour lui, c'est un crime passionnel. Yes, Samantha Wall tragically died on October 21st. However, it was not Michael Jackson Bolanos who did this. She was stabbed 8 times in the neck, in the back of the head, in the back of the neck. To me, that would indicate a crime of passion. This wasn't just some random person walking into her house trying to steal anything. And another thing the prosecutor would not indicate, nothing of value was taken from her house. Déjà parce que, comme l'a dit le médecin légiste, et qui n'a pas été retenu par le procureur, Sam, en plus d'être poignardée, elle a reçu des coups. Beaucoup de coups. She was beaten up. She had contusions on her face. She had bruises on her face. She struggled. Whoever this was, she struggled with them. And this particular situation took time. This wasn't a situation that took 1 minute to do. There was evidence that there was a struggle in multiple rooms. Il y a eu une lutte sévère. Elle a des hématomes au niveau des genoux et des égratignures sur les bras, au niveau des coudes et aux mains. Samantha s'est débattue. Elle a lutté. Pour Brian Brown, cette attaque est personnelle. Et surtout, elle n'a pas dû être aussi rapide que ça. La lutte s'est déplacée de pièce en pièce. Cela a dû prendre au moins 1 minute. 1 minute que Michael Bolanos n'avait pas. Parce que si le dernier mouvement retenu dans le salon est à 4h22, comment Michael peut se retrouver à 400 mètres de là, à 4h23? And then he's seen on camera at 4:23, not 4:24, at 4:23 walking. Il est filmé en train de passer à côté d'un groupe de personnes. Michael ne change pas de trottoir, il ne les évite pas. Et pour son avocat, cela prouve que Michael n'est pas éclaboussé de sang. Il ne venait pas 1 minute auparavant d'être mêlé dans une bagarre. Et puis, Brian Brown appelle un policier à la barre. Et il dévoile que les policiers ont trouvé un autre individu sur les images de surveillance de l'école élémentaire. Mais pas à 4h20 du matin. Non, à 1h20 du matin, quand le voisin a entendu quelqu'un crier ou chanter. Quand après, il n'y a plus eu aucun mouvement capté dans le salon de Sam. Et cet individu, il n'a jamais été retrouvé. Jamais. On ne sait pas qui c'est. Et donc Brian Brown propose sa propre chronologie. Pour lui, Sam s'est fait agresser 1 heure après être rentrée dans son appartement, vers 1h20 du matin. Quand elle s'est installée dans son canapé après avoir fumé et qu'elle a posé le téléphone. Elle a allumé Netflix et ensuite, l'inconnu, celui de la photo, s'est jeté sur elle. Il la frappe. Elle crie. Les cris que le voisin entend à 1h20 du matin. Et elle répond à ses coups. Elle se débat. Elle se défend. Ils se battent jusque dans la cuisine. Ils reviennent vers le salon. Et l'agresseur, voyant que Sam se défend, ça le met hors de lui. Il prend son couteau et il commence à la poignarder. Mais Sam continue à lutter. Elle se défend. Il se déplace jusqu'au hall d'entrée. Et quand Samantha s'effondre, l'inconnu part en courant dans la nuit noire, laissant Sam, inconsciente, à terre, en train de se vider de son sang. Vers 4h20 du matin, Samantha reprend connaissance et arrive à se relever. Elle cède avec le mur, mettant du sang partout. Ne trouvant pas son téléphone, elle marche vers l'extérieur. Elle sort et s'effondre. Elle n'a plus d'énergie. Elle se met en position fétale. Et elle rabat ses mains sur son menton. Puis c'est là que Michael Bolanos intervient et il est appelé à la barre par son avocat. Il témoigne du fait que les policiers ont raison. Cette nuit-là, il a parcouru la ville pour ouvrir les voitures et voler les biens qu'il y avait à l'intérieur. Mais c'est tout. Il maintient le fait qu'il n'est jamais rentré chez quelqu'un. Et vers 4h20 du matin, il a bien vu le corps de cette jeune femme allongée au sol. Il s'est avancé vers elle. And what, if anything, did you do when you approached? I touched the person's neck to see if they were okay. Okay. And was the person okay? Did they respond to you? They wasn't okay.
And did you do anything? Did you shake the body? Did you do anything? I didn't shake the body. I just checked the neck, put my hand kind of like in between right here, no air, no like breath or nothing. And once I realized that I just touched the dead person, I just grabbed the bag and I left. Okay. Il a mis sa main près de son nez et de sa bouche pour voir si elle respirait. Et quand il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, il a pris ses jambes à son cou. Son avocat rappelle qu'il n'y a aucune preuve physique que Michael soit rentré chez Sam. Pour Brian Brown, la chronologie proposée par le procureur ne peut être retenue. L'agression qu'a subie Samantha est très longue. Et pour l'avocat, il est facile d'imaginer que Michael, en s'agenouillant pour toucher le dos ou pour voir s'il y avait de l'air qui sortait du nez de Sam, il ait pu mettre à l'arrière de la veste des gouttelettes minuscules de sang. Par contre, il y a un problème dans le témoignage de Michael. Il dira que quand il a touché Sam, elle était froide. Or, si sa version est la bonne, elle est décédée à 4h20 du matin. Son corps ne peut pas être froid encore. Et pour finir, Brian Brown rappellera aux jurés qu'il y a dans cette histoire une personne qui a avoué, une personne sans alibi, avec le téléphone éteint pendant toute la soirée et toute la nuit du drame. Pour lui, Jeffrey Hersman est le coupable. Les jurés partent délibérer et au bout de 23 heures, étalées sur 4 jours, ils reviennent. Pour le chef d'accusation de meurtre au premier degré, soit meurtre prémédité, Michael Bolanos est reconnu non coupable. Les jurés sont bloqués. Les jurés sont d'accord que sur une seule chose, c'est qu'il n'est pas coupable de préméditation. Quant au meurtre, ils n'étaient pas d'accord. Pour le deuxième chef d'accusation, soit la violation de domicile, il est reconnu non coupable et par contre il est reconnu coupable de parjure. Et aux États-Unis, on ne peut pas juger 2 fois la même personne pour le même crime. Le fait que Michael Bolanos ne soit pas reconnu coupable pour meurtre au premier degré l'empêche d'être rejugé pour le meurtre au second degré, par exemple. Il ne peut plus être jugé pour le meurtre de Samantha Wall. Et puis, les jurés diront par la suite qu'il y a autant de preuves contre Michael Jackson Bolanos que Jeffrey Hersman, qui lui aussi, d'après eux, a menti à la police. Et pourtant, il n'a eu aucune peine. Michael Jackson Bolanos risque entre 18 mois et 15 ans de prison pour parjure. Il s'en sortira avec une probation grâce à son avocat, qui rappellera lors de la sentence que les policiers lui ont menti pendant tout l'interrogatoire. Pour la famille de Samantha, c'est une très grosse déception. La justice pour leur fille ne sera jamais rendue. Elle qui se battait tant pour que justice soit faite. Mais selon moi, le système de justice américain, sur ce cas-là, a bien fonctionné. Les jurés ont fait du bon travail. Il n'y avait pas assez de preuves, d'après moi, pour que Michael Bolanos soit accusé de meurtre sans aucun doute. Parce que tout est là, le doute. Dans le cas de Samantha Wall, les policiers ont laissé la porte ouverte au doute en négligeant une piste importante. Un inconnu qui quitte le quartier de Sam en courant à 1h20 du matin, rien ne prouve que ce ne soit pas lui le tueur. Et si c'est lui qui avait le couteau que personne n'a trouvé? Voilà, j'espère que vous avez aimé partager avec moi l'histoire dramatique de Samantha Wall. Cette pauvre femme, on ne saura jamais qui l'a tuée. Donc j'aimerais savoir dans vos commentaires ce que vous avez pensé du verdict et ce que vous auriez choisi, vous, à la place des jurés. Mais en attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard.